concours d'accès à l'ENSAM pour l'année 2005. L'exercice numéro 1. Donc, 1.1, données dans chacun des cas qui suivent la définition et une représentation graphique des propositions suivantes. Puis, donner une condition suffisante pour que les propositions ici ne sont pas vraies. La question 1.3. Est-ce que toute fonction continue sur un intervalle ouvert AB est bornée sur le même intervalle? Donnez deux cas où une fonction est continue en un point x0 appartenant à AB et non dérivable en ce point. Est-ce que peut-on avoir une fonction continue et dérivable sur AB telle que il existe un x0 appartenant à AB, f de x0 est égal à sup de x appartenant à AB de f de x et f' de x0, il est négatif. Donc, concernant l'examen 2005 jusqu'à 2020, ce sont des exercices à niveau et ce sont des exercices très difficiles en comparaison avec les concours proposés dans les années qui suivent 2020. Donc, la définition. Donc, dire que limite quand x tend vers a de f de x est égal à 1L, cela se traduit par, quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que si x moins a est compris entre 0 et delta, alors f de x moins L, la valeur absolue, elle est inférieure à epsilon. Ça, c'est la définition de cette expression ici. Donc ça c'est la définition de cette expression ici. Donc, graphiquement, lorsque x s'approche de A, alors chaque élément abscisse a une image ici. C'est-à-dire que chaque abscisse a une ordonnée. L'écriture limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L, cela se traduit par tout epsilon positif. Il existe un A positif tel que si x est supérieur à A, alors f de x moins L, la valeur absolue, elle est inférieure à epsilon. Et graphiquement se traduit par ce qu'on appelle l'asymptote horizontale. Concernant limite quand x tend vers a de f de x est égal à plus l'infini, cela se traduit par tout m supérieur à 0, il existe un delta supérieur à 0 tel que si x moins a, la valeur absolue comprise entre 0 et delta, alors f de x est supérieur à m. Il se traduit par ce qu'on appelle l'asymptote verticale. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini, cela se traduit par tout m supérieur à 0, il existe un a supérieur à 0 tel que si x est supérieur à a, alors f de x il est inférieur à moins m. Et graphiquement, ça se traduit par, c'est-à-dire que la courbe, elle vient de moins l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, donc la courbe, elle est située au-dessous de l'axe des x. Donc on commence à partir de la partie inférieure ici. Donc, concernant les conditions, donc la condition suffisante pour que les propositions ne soient pas vraies.
pour que les conditions ne soient pas vraies, une condition suffisante est que la fonction n'est pas définie au point considéré, ou bien qu'elle n'a pas de comportement ni convergente ou divergente bien défini. Donc ça, c'est une condition suffisante pour que les propositions ne soient pas vraies, soit que la fonction n'est pas définie, ou bien qu'elle n'a pas de comportement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'allure sur la représentation graphique. Donc, à titre d'exemple, si la fonction f est égale à sinus de 1 sur x, près de 0, donc cette limite n'existe pas. Ou bien, si f n'est pas défini au voisinage de A, alors certaines limites n'ont pas de sens. S'il n'est pas défini, donc les limites n'ont pas de sens. Concernant l'exercice 1,3, donc le 1,3, elle parle de ce qu'on appelle la fonction bornée. Donc si on prend la fonction f de x est égale à 1 sur x moins 1, elle est définie sur A et B, qui est ouvert. Elle est continue, mais non bornée. Justification graphique, la courbe tend vers plus infini près de A, donc non bornée. Donc lorsque x tend vers A, alors la limite elle tend vers plus infini, puisque le A, elle est à droite. Donc la fonction n'est pas bornée. Concernant données de cas où une fonction est continue en x0 et non dérivable en x0. Elle est continue, mais non dérivable. Donc, si on prend la valeur absolue de x, donc cette fonction, elle est continue, mais non dérivable, car c'est un point anguleux. Il y a deux demi-tangentes ici. Ainsi que la fonction racine cubique de x. Donc, en x0, donc ici, donc, il a ce qu'on appelle une demi-tangente ici. Donc, la courbe, il est continue, puisqu'il est continu ici, il est continu. Mais non dérivable, parce que ici, il est non dérivable. Parce que la dérivée à droite et à gauche ne sont pas les mêmes. Le C, elle parle d'une fonction continue et dérivable. Donc, est-ce qu'on peut avoir une fonction continue et dérivable qui répond aux critères ici? C'est-à-dire qu'il existe un x0 appartenant à AB tel que f de x0 est égal à sup de x appartenant à l'intervalle AB de f de x et f' de x0 il est inférieur à 0. Donc ça, c'est une contradiction avec ce qu'on appelle le maximum. Donc on a f de x0 est égal à sup et ce que f' de x0 inférieur à 0. Donc ça, c'est non. Si f de x0 est un maximum, alors nécessairement f' de x0 est égal à 0. Ce n'est pas inférieur à 0. Donc la condition nécessaire pour un extrémum ici. Donc ce qui est impossible, donc on ne peut pas avoir une fonction continue et dérivable qui répond à ces critères ici.
Donc, toujours avec l'exercice 1, donc ça c'est la question numéro 4. Soit f est une fonction définie sur R et dérivable sur l'intervalle AB, tel que A, l'ensemble, c'est tous les x appartenant à I. I, c'est l'intervalle AB, tel que f' de x, il est égal à 0. Donc ça, c'est l'ensemble A. Donc, 4a, discuter en justifiant dans chacun des cas suivants la monotonité de f. Donc, si A est égal à I, c'est-à-dire AB, si A est égal au singleton A, si A est égal au singleton B, et si A est égal à l'intervalle AB moins le singleton A. La question 4b, peut-on avoir A fini ou A différent de l'ensemble vide et f strictement monotone sur I? On considère la fonction g de x qui est égale à x sur 1 plus x sinus de 1 sur x si x appartenant à 0 ou vers 1, elle est égale à 0 si x égale à 0. Donc montrer que g elle est dérivable sur 0,1, montrer que g est strictement croissant sur 0,1, donner A que peut-on déduire, c'est-à-dire donner cette situation ici. Donc notons j qui est égal à l'intervalle moins alpha alpha, en définissant bêta de A h, qui est égal à g de A plus h moins g de A moins h sur 2h, où A appartenant à j. On appelle dérivée centrale de g la limite s'il existe de bêta de coordonnées A h, quand h tend vers 0. Donc, montrer que si g est dérivable en A, alors limite quand h tend vers 0 de bêta A h, c'est-à-dire cette expression, elle tend vers g' de A. Dans le cas où g de x est égal à la valeur absolue de x plus 2 et j est égal à l'intervalle moins 5 et 5, étudier g et montrer que g admet une dérivée centrale au tout point. Que peut-on déduire? Donc construire un autre exemple illustrant votre déduction. La question 6, on considère l'ensemble B des fonctions non nulles de R dans R, vérifiant quel que soit x, y appartenant à R au carré, h de x, qui multiplie h de y est égal à h de x plus y. Donc, montrer que quel que soit h appartenant à B, on a h est strictement positif. Soit h vérifiant la relation R, discuter la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x selon la valeur de h de 1. Donc, on a l'ensemble A. C'est ça l'expression de A. Donc, le cas où A est égal à l'intervalle AB, c'est-à-dire l'intervalle I. Alors, f' de x0 est égal à 0 partout. Ici, partout. Donc, f, elle est constante. Donc, f' égale à 0, c'est-à-dire que f, elle est constante. Si A est égal au singleton A, alors f' de x, il est différent de 0, sauf en A. C'est-à-dire, en A, f' de A, il est égal à 0. Donc, f, il est strictement monotone sur l'intervalle A, B, c'est-à-dire A, il est non inclus. Si A est égal au singleton B, alors f, strictement monotone sur A, et B non inclus, c'est-à-dire ils sont identiques. Si A est égal à l'intervalle AB moins le singleton A, alors f' de A, il est différent de 0. Mais f' de x est égal à 0 ailleurs, c'est-à-dire ailleurs de cette partie-là, c'est-à-dire pour A exclu. Donc f' est égal à 0, c'est-à-dire que f est constante sur A non inclus B, mais croissante ou décroissante sur AB, c'est-à-dire A et B fermés ici. Ça, c'est A, il est ouvert. Peut-on avoir A fini, A différent de l'ensemble vide
f strictement monotone sur i. Donc, on va procéder par ce qu'on appelle des contre-exemples. Par exemple, si on prend f de x est égal à x à la puissance 3, donc sur l'intervalle moins 1, 1, donc f' de x est égal à 3x carré. Donc 3x carré, elle est différente de 0, sauf en 0. Si x égale à 0, f' de x est égal à 0. Donc pour x différent de 0, cette expression elle est supérieure à 0, car le carré il est toujours positif. Donc a elle est égale à 0, fini. F est strictement croissante. Donc on est ici. Donc elle est finie et strictement croissante. Donc soit g de x est égal à cette expression ici. Donc on veut montrer que g elle est dérivable sur 0,1, que g est strictement croissant sur 0,1 et donner a avec une déduction, c'est-à-dire donner cette allure ici. Donc on a la fonction g de x, on a l'intervalle, on a g de 0 est égal à 0. On veut montrer que g il est dérivable, donc puisque g elle est formée par des fonctions dérivables. Donc le x il est dérivable, le sinus 1 sur x il est dérivable, c'est une fonction qui est dérivable. Donc le problème, elle est au niveau de 0. Donc pour trouver est-ce qu'il est dérivable en 0, il faut procéder par ce qu'on appelle la limite. Il faut calculer le taux de variation ici. Donc limite quand x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Donc g de x, c'est ça. G de 0, il est égal à 0. Donc ici, on aura cette expression ici. On va simplifier par x est égal à cette expression ici. On sait que sinus de 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc on va multiplier par x, on va ajouter un 1, on va trouver cette expression ici. Donc les limites, quand x tend vers 0, ça est vers 1, ça est vers 1. Donc cette expression ici, elle tend vers 1. Donc cette expression est égale à 1. Donc g, il est dérivable sur 0, 1. Donc montrer que g elle est strictement croissante. Donc on a g de x, on va dériver la fonction. Donc g de x, donc la dérivée c'est la dérivée de x qui multiplie 1 plus x sinus de 1 sur x moins la dérivée de 1 plus x sinus de 1 sur x qui multiplie x sur 1 plus x sinus de 1 sur x au carré. Donc tout calcul fait, nous donne cette expression ici. Donc après simplification ici, elle reste 1 plus cosinus de 1 sur x qui est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1. Donc sur l'intervalle 0,1, 1 plus donc cosinus de 1 sur x il est positif, et le 1 positif, ça au carré il est positif, donc g' de x il est positif, c'est-à-dire qu'il est strictement croissant sur 0,1. Maintenant, trouvons l'expression de a. Donc a, c'est l'ensemble des x appartenant à 0,1, tel que g' de x il est égal à 0. Donc g' de x il est égal à cette expression ici, donc est égal à 0. Donc est-ce qu'on peut avoir un x qui appartient à 0,1 ici? Donc dire que ça égale à 0, c'est-à-dire puisque ça c'est différent de 0, donc ça c'est un carré différent de 0, donc il ne peut pas s'annuler ici. Donc il reste 1 plus cosinus de 1 sur x égale à 0. Cela se traduit par x est égal à 1 sur pi. Et 1 sur pi, elle appartient à 0,1. Donc il existe un x appartenant à 0,1 tel que g' de x égale à 0. Donc cette expression s'annule souvent. Donc ce qui nous donne que a est infini et dénombrable. Donc une fonction strictement monotone peut avoir une infinité de points critiques. Donc parmi les points, on a trouvé 1 sur pi. La question 1,5, ils ont donné une expression ici. On veut montrer que la limite quand h tend vers 0 de cette expression ici, elle est égale à g' de a.
Donc on a limite quand h tend vers 0 de cette expression ici. Donc cette expression ici, on va retrancher moins g de a, et on va ajouter g de a. Donc on aura donc 1 demi, puisqu'ici c'est 2h, donc 1 demi, on a cette expression ici, moins cette expression ici. Donc ça, on va la garder, et ça, on va changer moins h par un grand h. Donc on aura cette expression ici qui est égale à celle-là. Donc ça, s'il existe, ça c'est j' de a. Et ça, c'est j' de a. 1 demi, ça nous donne j' de a. Donc, limite quand h tend vers 0 de cette expression ici est égale à j' de a. Donc le 1,5, on a la fonction g de x est égale à la valeur absolue de x plus 2. Et j est égal à moins 5, 5. Étudier g et montrer que g admet une dérivée centrale. Donc voici la fonction. Donc g elle est continue, puisque c'est une fonction polynomiale, mais non dérivable en x est égal à moins 2. Donc il est non dérivable, parce que ici, il est égal à x plus 2, ou bien est égal à moins x moins 2, au point moins 2, si on prend x est égal à moins 2, et on s'inspire de cette relation ici, on va trouver g' de moins, elle est égale à 1. Donc, conclusion, la dérivée centrale peut exister même si la fonction n'est pas dérivable classiquement. Elle n'est pas dérivable. Par exemple, si on prend par exemple f de x est égal à racine cubique de x, elle est non dérivable en 0, mais la dérivée centrale existe. La question insiste, on a cette expression ici. Donc on veut montrer que quel que soit h appartenant à l'ensemble B, alors h elle est strictement positif. Puis, limite quand x tend vers plus infini de h de x, on va la discuter selon la valeur de h de 1. Donc, on a cette expression ici. Donc, on veut montrer que h elle est strictement positif. Donc, on va poser x est égal à y. On aura donc h de x au carré, puisque h de x qui multiplie h de x, c'est h de x au carré. C'est égal à h de x plus x, c'est-à-dire est égal à h de 2x. Donc, on a h x au carré, donc c'est toujours positif, c'est-à-dire que h de x est supérieur ou égal à 0. Donc, de plus, si h de x égale à 0, si on dit que h de x égale à 0, alors cela se traduit par h de x plus y est égal à 0 pour tout y. Donc implique h égale à 0 qui est exclu fonction non nulle. Donc h de x il est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que h de x il est supérieur strictement à 0, c'est pas supérieur ou égal à 0. Donc par le calcul, on a h de 2x, il est égal à h de x au carré. h de x au carré il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire si on a h de 2x, il est supérieur ou égal à 0. Cette expression ici, on peut la reformater. C'est-à-dire h de 2x il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire on va poser 2x est égal à 1y. C'est-à-dire que h de y il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que h de x, puisque le y il est muet, c'est-à-dire que h de x il est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est h de x est supérieur ou égal à 0. Donc, est-ce que h de x il est égal à 0? Donc, si h de x égale à 0, donc h de x égale à 0, on va entraîner ce terme est égal à 0. C'est-à-dire que h de x plus y il est égal à 0. Donc, h de x plus y est égal à 0. C'est-à-dire que, quel que soit y, alors h de x plus y est égal à 0. Donc ça, c'est exclu. On ne peut pas dire que pour n'importe quel y, alors ce terme il est égal à 0.
C'est-à-dire que la proposition h de x égale à 0, elle est exclue. Ce qui reste, tout simplement, c'est h de x, il est supérieur strictement à 0. Donc, limite de h de x selon h de 1. Donc, posons h de 1 est égal à 1r, qui est supérieur à 0. Alors, cette expression ici, c'est-à-dire, on va démontrer par récurrence, alors on aura h de n, il est égal à r à la puissance n. C'est-à-dire que, par exemple, si n est égal à 1, on aura donc h de 1, il est égal à r à la puissance 1. Et r à la puissance 1, c'est h de 1 à la puissance 1. C'est-à-dire que h de 1 est égal à h de 1. Donc h de 2. h de 2 est égal à r au carré, c'est-à-dire est égal à h de 1 au carré. Si x est égal à y est égal à 1, on aura h de 2 est égal à h de 1 qui multiplie h de 1, c'est-à-dire h de 1 au carré. Donc ici, c'est la même chose. Comme ici, on a h de 2 est égal à r au carré, c'est-à-dire c'est h de 1 qui multiplie h de 1. Donc cette expression ici, c'est valide. Donc si r il est supérieur à 1, donc la limite quand 1 tend vers plus infini de quelque chose qui est supérieur à 1, elle tend vers plus infini. Si r est égal à 1, donc ça, il est constant, c'est-à-dire que h de x il est égal à 1. Et si r est compris entre 0 et 1, alors la limite elle tend vers 0. Donc h de x, elle tend vers 0. Donc l'exercice 2, donc le premier exercice de la partie 2, donc étudier la convergence des suites suivantes.
La deuxième question, donc, vérifie que si 1 sur un, lorsque la limite tend vers plus infini, alors un tend vers 0. Et si 1 sur un égale à 0, est-ce que un tend vers plus infini? On a ici de suite Sn et Tn. Vérifions. Donc, le produit il est égal à AB et la soustraction elle est égale à A moins B. Donc, donner un exemple où Sn et Tn divergent et un autre où Sn et Tn convergent vers un A. On suppose que Sn il est compris entre 0 et Tn, montrer que Sn tend vers A et que V1 tend vers B. Soit la fonction fn de x est égale à x l'exponentielle de x moins n. Donc, montrer que f de n admet une racine positive et unique, notée R d'indice n. Étudier la convergence de Rn. Existe-t-il des valeurs de n telles que ln de n moins ln de n est inférieur ou égal à Rn qui est inférieur ou égal à ln de n. Montrer que la suite du terme général w de n est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance n sur 1 plus t dt, elle converge vers 0. Donc, on a la suite an est égale à moins 1 à la puissance n sur n. Donc, moins 1 à la puissance n, c'est une suite alternée, c'est-à-dire qu'elle change de signe selon la parité de n. Si il est pair, elle est égale à 1. Si il est impair, elle est égale à moins 1. Donc, ce terme, il est égal à plus ou moins 1 sur n. Donc, lorsque n tend vers plus infini, ce terme tend vers 0. Donc, la suite an, elle converge vers 0. La suite Bn qui est égale à n au carré si sinus de n sur 12 est supérieur ou égal à n sur 12. Elle est égale à racine de n sur racine carrée de n plus n au carré si sinus de n sur 12 il est inférieur strictement à n sur 12. Donc on a deux cas. Donc dans le cas où sinus de n sur 12 est supérieur ou égal à n sur 12, alors b de n, donc b de n est égal à n au carré. Et n au carré, elle tend vers plus infini. Donc la limite, elle tend vers plus infini. C'est-à-dire que la Bn n'est pas convergente ici. Si sinus de n sur 12 est inférieur à n sur 12, alors Bn est égal à cette expression ici. Donc on va tout simplement réarranger le terme ici. On va mettre racine de n en facteur pour le dénominateur. On simplifie, il reste 1 sur racine carrée de 1 plus 1 qui tend vers 0. Quand 1 tend vers plus, l'infini. Donc, la condition ici dépend du comportement du sinus de n sur 12. Donc la fonction sinus, on sait que la fonction sinus, elle oscille entre moins 1 et 1. Tandis que 1 sur 12, elle croît, parce que lorsque 1 tend vers plus infini, le terme, elle croît. C'est-à-dire, elle croît sans limite. Donc, elle croît, mais la limite, elle tend vers plus infini. Donc, cela signifie que pour n suffisamment grand, alors sinus de n sur 12 sera presque toujours inférieur à 1 sur 12. Donc, Bn n'est pas convergente. Donc, on peut démontrer tout simplement que, puisque la limite ici est égale à plus infini et la limite est égale à 0, donc ils ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que la fonction n'est pas convergente. Donc, pour sinus de 1 sur 12 est supérieur ou égal à 1 sur 12. Et ailleurs, donc inférieur, donc elle est convergente.
Concernant Cn, elle est égale à racine carrée de n, P de n, Q de n. Avec P de n, il est inférieur ou égal à n. Et Q de n, elle est supérieure ou égale à n au carré. Donc, on a Cn. Donc, ce terme, il est positif. Ça, c'est positif, ça, c'est positif. C'est-à-dire que Cn, il est supérieur ou égal à 0 et il est inférieur à ce terme-là. Donc, on va remplacer P de n par racine de n, puisqu'ici, ça c'est supérieur ou égal à n au carré, c'est-à-dire lorsque n au carré vient au dénominateur, ça sera donc 1 sur Qn, il est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Donc on aura ce terme ici. Donc racine de n pour racine de n, c'est 1 sur n au carré, c'est 1 sur n. Lorsque n tend vers plus infini, ce terme tend vers 0. Donc on est à 0 ici, c'est-à-dire que Cn elle tend vers 0, c'est-à-dire que Cn elle est convergente. Ici, on est 1 sur un lorsque n tend vers plus infini, elle tend vers plus infini. Donc cela se traduit, alors un, elle tend vers 0, puisque 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc si 1 sur un, elle tend vers plus infini, alors un, elle tend vers 0. Car cela se traduit par, quel que soit n strictement positif, il existe un n, et quel que soit n appartenant à grand n, alors 1 sur la valeur absolue de un, il est supérieur à m. C'est-à-dire que la valeur absolue de 1 sur un, elle est inférieure à 1 sur m, c'est-à-dire que un est tend vers 0. Donc cette proposition, elle est vraie. Concernant la deuxième proposition ici, donc ceci est tend vers 0. C'est-à-dire, si elle tend vers 0, un doit tomber vers plus l'infini. Alors, si par exemple, on prend un contre-exemple, par exemple, un est égal à moins n. Donc, 1 sur un est égal à moins 1 sur n, qui tend vers 0. Alors que un, elle tend vers moins l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, un elle tend vers moins l'infini. Donc, cette proposition, elle est vraie tout simplement si un il est supérieur à 0. Mais si un il est inférieur à 0, puisque n appartenant à n, alors cette proposition n'est pas vraie. On a de suite Sn et Tn, tel que le produit est égal à AB et la soustraction, il donne A moins B. Donc, dans le cas où Sn et Tn divergent, puisque la fonction ici, c'est alterné, donc elle n'a pas de limite. Et ça, c'est alterné. Donc, Sn est égal à moins 1 à la puissance n fois A, et Tn est égal à moins 1 à la puissance n fois B. Ces deux suites ne sont pas convergentes, elles sont divergentes. Alors qu'il vérifie, et donc il vérifie ces deux critères. En effet, Sn fois Tn, c'est moins 1 à la puissance n A, qui multiplie moins 1 à la puissance n B, qui est égal à moins 1 à la puissance 2n, qui multiplie A fois B. Donc ça, c'est 1. Donc ça est envers AB. Et on a A moins B, elle est égale à ce terme ici, moins ce terme-là. Donc, elle tend vers A moins B. Donc, Sn moins Tn, elle tend vers A moins B. Mais Sn et Tn, elles aussi. Donc, ce sont des suites alternées, donc, implique qu'elles sont divergentes. Donc, dans ce cas, donc le premier cas, donc Sn et Tn divergent, même s'il vérifie ces deux conditions ici. Donc, on va essayer de voir la convergence. Donc, on va prendre Sn est égal à A plus 1 sur n, et Tn est égal à B plus 1 sur n.
Alors le produit, il est égal à cette expression ici. Lorsque n tend vers plus infini, ce terme tend vers 0, ça tend vers 0, il reste AB. A Sn moins Tn, il est égal à A moins B. Donc il vérifie. Alors que lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers 0, il reste A. Ça tend vers 0, il est égal à B. Donc ça montre que Sn et Tn, elles convergent. Donc dans le cas divergent, dans le cas convergent. Donc, supposons que Sn est compris entre 0 et Tn. Montrez que Sn tend vers A et que Vn et que Tn tend vers, ça c'est Tn, et que Tn tend vers B. Donc, on veut montrer que Sn tend vers A et que Tn tend vers B. Donc, on va prendre cette Sn et cette Tn. Alors, on a Sn, il est inférieur à Tn. C'est-à-dire que la limite, puisque ça c'est positif, donc 0, Sn, donc limite quand 1 tend vers plus infini de ce terme ici, il est inférieur à la limite quand 1 tend vers plus infini de ce terme ici. Donc lorsque n tend vers plus infini, ce terme tend vers 0. Ça tend vers 0, donc il reste 0, inférieur à A, inférieur à B. Donc le A, c'est la limite de Sn. Et le B, c'est la limite de Tn. Donc la limite quand n tend vers plus infini de Sn est égal à A, et limite quand n tend vers plus infini de Tn est égal à B. La question 2.4, sur la fonction fn de x qui est égale à x, l'exponentielle de x moins n. Donc on veut montrer qu'elle admet une racine positive unique R d'indice n. Donc pour montrer qu'il admet une racine positive unique, il faut montrer que f est continu et qu'elle est monotone et que f de A qui multiplie f de B, elle est négative pour appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. En effet, on a fn de x, c'est une fonction continue, ça c'est la somme des fonctions continues. La dérivée, elle donne l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de x, c'est-à-dire égale à 1 plus x, l'exponentielle de x. Sur l'intervalle 0 plus infini, cette fonction, elle est strictement croissante. Donc lorsque x tend vers 0, alors f de n de 0, elle est égale à moins n, et n appartenant à n, c'est-à-dire ce terme, elle est négatif. Lorsque x tend vers plus infini, alors ce terme tend vers plus infini. Donc, c'est-à-dire que x il est supérieur à 0. C'est-à-dire que le produit fn de 0 qui multiplie limite quand x tend vers plus infini de fn de x, il est négatif. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution unique, Rn, positif, parce qu'il appartient à l'intervalle 0 plus infini, tel que fn de Rn est égal à 0. Ou bien Rn, l'exponentielle de Rn, moins n égale à 0, c'est-à-dire que Rn, l'exponentielle de Rn est égal à n. Donc, d'où, quel que soit n appartenant à n, il existe un Rn. Donc, il existe un Rn positif tel que Fn de Rn est égal à 0. C'est-à-dire que Rn, l'exponentielle de Rn est égal à n. Donc, il existe une solution qui est unique, car la fonction, elle est continue, elle est strictement croissante, ou bien monotone. Donc, étudier la convergence de Rn. Donc, Rn, elle est définie par cette équation ici. Donc, puisque Fn de x il est strictement croissant sur 0 plus infini, alors pour un m inférieur à m, c'est-à-dire que R d'indice n, il est inférieur à R d'indice m. Cela se traduit par Rn, elle est strictement croissante. Donc Rn, elle est strictement croissante. Est-ce qu'elle est majorée?
Donc, si elle est majorée, alors elle converge. S'il n'est pas majoré, donc elle diverge. Donc, supposons qu'il existe un m supérieur à 0, tel que Rn il est inférieur ou égal à m, c'est-à-dire Rn il est majoré par m. Donc, cela se traduit par un n qui est égal à Rn, l'exponentielle de Rn se traduit par n il est inférieur ou égal à m, l'exponentielle de m. C'est-à-dire que n il est inférieur ou égal à m, l'exponentielle de m, quel que soit n appartenant à n étoile. Cela est impossible puisque n est tend vers plus infini. Donc, on ne peut pas avoir ce terme ici. Donc, ça dit que Rn n'admet pas de majorant. C'est-à-dire que Rn n'est pas majoré. Donc, s'il n'est pas majoré, alors elle tend vers plus infini. C'est-à-dire que Rn elle est divergente et non convergente. Existe-t-il des valeurs de n telles que ln de n moins ln de ln de n est inférieur ou égal à Rn est inférieur ou égal à ln de n? Donc, posons R de n est égal à ln de n moins ln de n plus n epsilon de n. Avec epsilon, c'est un terme qui est envers 0. Donc, on suppose que, à la limite, Rn est envers ln de n, pour n très 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 grand, c'est-à-dire à l'infini. Alors, Rn, l'exponentielle de Rn, qui est égal à n. Donc, on va remplacer Rn par son expression, et on va égaliser avec n. Donc, on a Rn, qui est égal à cette expression ici, et Rn, on va la remplacer ici. Donc ceci nous donne ce terme ici, et ça c'est l'exponentielle de ln de n qui multiplie l'exponentielle de moins ln de n qui multiplie l'exponentielle de epsilon de n. Donc ce terme il reste intact. Donc l'exponentielle de ln de n c'est n, et l'exponentielle de ln de n c'est ln de n. Donc avec, puisqu'ici un moins, on va la mettre au dénominateur. Donc ceci, cette expression ici, elle est égale à n. C'est-à-dire que ce terme ici, puisqu'ici on va le simplifier par n, on va multiplier ici par ln de n. C'est-à-dire que on va trouver cette expression ici. Donc on développe cette expression ici. On va multiplier par l'exponentielle de epsilon de n, on va trouver cette expression ici. Donc cela se traduit puisque ici on égalise. Ça c'est ln de n, ici ln de n, c'est-à-dire que l'exponentielle de epsilon de n est égale à 1. Donc ceci se traduit par epsilon de n égale à 0. Et par suite, Rn, il est à peu près égal à ln de n moins ln de n. Et on a ln de n moins ln de n, il est inférieur toujours à ln de n moins ln de n plus un epsilon de n. Et ce terme-là, il est inférieur à ln de n. C'est-à-dire que ça, c'est cette expression ici, et ça c'est R de n. Donc le domaine de définition de R de n, c'est tout simplement tous les n positifs tels que ln de n doit être supérieur strictement à 0. C'est-à-dire pour tout n supérieur strictement à 0, donc ça se traduit par n supérieur à 1. Donc domaine de Rn, c'est 1 non inclus plus l'infini. Avec Rn, il est égal à 0, donc ceci, il est égal à 0. Donc ceci est égal à 0, donc ça est égal à ça. C'est-à-dire que n est égal à ln de n, et cette inégalité est fausse pour tout n supérieur strictement à 1. D'où il n'existe pas de valeur de n telle que cette expression est vérifiée. Donc on ne peut pas trouver un n tel que ln de n moins ln de n est inférieur ou égal à Rn inférieur ou égal à ln de n. Donc, ça c'est facile puisque ça c'est un intégral de 0 à 1 de t à la puissance 1 sur 1 plus t.
Donc on veut montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Donc on a t est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que 1 plus t, il est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que l'inverse, 1 sur 1 plus t, il est compris entre 1 demi et 1. C'est-à-dire qu'on va multiplier ici par t à la puissance n, ici par t à la puissance n, ici par t à la puissance n, on aura cette expression ici. Donc, lorsque on va maintenant intégrer cette partie-là, on va intégrer cette partie-là. Donc l'intégrale ici est dans cette expression ici, et l'intégrale ici est dans cette expression ici, entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0, et ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Donc cette expression ici, puisque le n, elle dépend de la parité, c'est-à-dire que si n pair, elle est égale à 1, si n est impair, elle est égale à moins 1. Donc le a moins b, c'est-à-dire que Sn moins Tn, on va trouver qu'il est égal à a moins b. Si c'est pair ou bien si c'est impair, on va trouver que cette condition elle est vérifiée. Ça c'est vérifié par hypothèse.
l'exercice 3, soit Z1, Z2 et Z3 des nombres complexes quelconques. Donc on veut montrer que c'est les inégalités ici. Donc ça c'est tout simplement l'écriture algébrique. Donc ça c'est égal à 0. Donc montrer que racine de 3 plus racine de 2 ainsi que racine cubique de 4 moins 2i sont algébriques. C'est-à-dire qu'elles s'écrivent de cette façon ici. Donc ça on la connaît, c'est-à-dire que on a Z1 plus Z2 au carré, c'est-à-dire égal à Z1 plus Z2 qui multiplie Z1 plus Z2 bar, c'est-à-dire égal à Z1 plus Z2 qui multiplie Z1 bar plus Z2 bar. Donc le produit Z1, Z1 bar, c'est le module au carré, Z2, Z2 bar, c'est le module au carré, et ça c'est deux réels de Z1 et Z2. Et on sait que deux réels de Z1 et Z2, il est inférieur ou égal à 2 qui multiplie le module de Z1 qui multiplie le module de Z2. C'est-à-dire que cette écriture ici, elle est inférieure ou égale à Z1 au carré le module, plus Z2 au carré le module, et ça, on va le remplacer par ici le module de Z1 qui multiplie le module de Z2. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc on a ça au carré est égal à ça au carré, c'est-à-dire que Z1 plus Z2, le module, il est inférieur à le module de Z1 plus le module de Z2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Concernant le B et le C, c'est tout simplement, on va appliquer ça, on va exploiter ça, ce qu'on appelle l'écriture triangulaire trouvée pour le A. Donc en effet, on a Z1 plus Z2 plus Z3 le module. On veut montrer qu'il est inférieur ou égal à le module de Z1 plus le module de Z2 plus le module de Z3. Donc tout simplement, on a Z1 plus Z2 plus Z3 le module. Donc ceci, on va réarranger, c'est-à-dire on va tout simplement, c'est-à-dire mettre Z1 plus Z2 entre parenthèses plus Z3. Donc ça, on va appliquer cette partie-là. C'est-à-dire est égal à le module de cette partie plus le module de la deuxième. Donc plus le module de Z3. Et on a Z1 plus Z2, le module, il est inférieur à Z1 plus Z2, donc on va remplacer ici. Donc on a Z1, Z2 et on a le Z3. Concernant le C, on veut montrer que le module de Z1 moins le module de Z2, le module de module, il est inférieur à Z1 moins Z2. Donc tout simplement, on a Z1, le module, il est égal à Z2 plus Z1 moins Z2. Ça, c'est le module, c'est-à-dire on a ajouté et retranché Z2. Donc ceci, il est inférieur ou égal à ce module, c'est-à-dire Z2, plus le module ici. Donc, cela implique que Z1, ça c'est Z1, moins Z2, elle est inférieure à Z1 moins Z2. De même, on a le modèle de Z2, on va ajouter Z1 et retrancher Z1. C'est la même parce que c'est la valeur absolue. C'est la même chose. Donc on va trouver encore qu'il est inférieur à Z1 moins Z2, c'est-à-dire que le module de Z1 moins le module de Z2, elle est inférieure à module de Z1 moins Z2. On peut mettre ici par exemple moins Z1, c'est la même chose, moins Z1 plus Z1.
Donc, concernant l'écriture algébrique, montrez que racine de 3 plus racine de 2 sont algébriques, ainsi que racine cubique de 4 moins 2i. On a racine de 3 plus racine de 2. On va poser est égal à x. Donc x au carré, elle est égale à cette expression ici. Donc x carré moins 5, ça c'est 5, elle est égale à 2 fois racine de 6. C'est-à-dire que x au carré moins 5 au carré, elle est égale à 4 qui multiplie 6, c'est-à-dire est égale à 24. C'est-à-dire que ça, c'est x à la puissance 4 moins 10. X carré plus 25 est égal à 24, c'est-à-dire que x à la puissance 4 moins 10, x au carré plus 1 égale à 0. Donc, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous cette forme ici. Donc, racine de 3 plus racine de 2, elle est algébrique. Montrer que racine cubique de 4 moins 2i, elle est algébrique. Donc, posons z est égal à racine cubique de 4 moins 2i. Donc, on a z plus 2i, il est égal à racine cubique de 4. On va enlever ça à la puissance 3, c'est-à-dire est égal à 4. Donc, ça à la puissance 3, c'est z à la puissance 3 plus 6i, z au carré moins 12z moins 8i est égal à 4. C'est-à-dire z à la puissance 3 plus 6i, z au carré moins 12z moins 8i moins 4 égale à 0. Donc, on ne peut rien conclure parce qu'on n'a pas ici les i. Il n'y a pas des i ici. Donc, cette écriture ici, on a donc z à la puissance 3 moins 12z moins 4, elle est égale à 8i moins 6i z au carré. C'est-à-dire est égal à 2i. Si on va mettre 2i ici, ça c'est 4 et ça c'est moins 3z au carré. Donc on va enlever ça au carré. On va prendre cette partie-là, on va enlever au carré. Donc ceci nous donne z3 moins 12z moins 4 au carré, elle est égale à ce terme au carré. Donc ça c'est 2 au carré c'est 4 et i au carré c'est moins 1. Donc ça c'est un moins 3 ici. Donc ceci, c'est ça, c'est un terme qui, il n'y a pas d'ici ici. Tout simplement, on va trouver les termes, c'est-à-dire ici on a le z à la puissance 6, z à la puissance 5, z à la puissance 4, z à la puissance 3, z au carré, z, et ainsi de suite, et le terme constante. C'est-à-dire que cette partie-là, lorsqu'on calcule ça au carré et ça au carré, on peut tout simplement réarranger le terme, on va trouver cette expression ici. Cela signifie que racine cubique de 4 moins 2i, elle est algébrique.
L'exercice 4. Donc la question 23. On dispose de 100 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. Quelle dimension donner à l'enclos pour que celui-ci délimite une aire qui est maximale? Donc, soit x et y les dimensions du rectangle. Donc on a le périmètre. C'est 2 fois puisqu'il s'agit d'un rectangle. C'est-à-dire ça c'est, par exemple ça c'est x, ça c'est x, ça c'est y et ça c'est y. Donc le périmètre c'est 2x plus 2y, qui est égal à 100, car la clôture elle est égale à 100 mètres. C'est-à-dire que x plus y est égal à 50, c'est-à-dire que y est égal à 50 moins x. Donc l'aire du rectangle c'est x fois y. C'est-à-dire on va prendre le y, on va le remplacer par 50 moins x. Et on va, pour trouver qu'il est maximal, il faut dériver cette fonction-là et mettre est égal à 0. Donc la dérivée de cette fonction-là, c'est 50 moins 2x. Elle est égale à 0, cela entraîne x est égal à 25. Si x est égal à 25, alors y est égal à 25. Donc l'enclos, ou bien la surface maximale, se traduit en 1 carré de côté 25. Un magasin de location vidéo propose 3 options. Donc l'option 1, abonnement de 100 dirhams et 9 dirhams par cassette. L'option 2, sans abonnement et 20 dirhams par cassette. L'option 3, carte d'un endroit à au plus 11 cassettes avec 200 dirhams. Donc le A, calculé en fonction du nombre N de cassettes louées, le prix total payé avec chacune des options, c'est-à-dire l'option 1, 2 et 3. Et B, quelle est l'option la plus intéressante parmi les 3 propositions ici? Donc on a l'option 1, c'est on a 200 dirhams et 9 dirhams par cassette. C'est-à-dire, ça c'est, on va choisir un N. Donc ça c'est le nombre de cassettes louées. Donc c'est un N, c'est 200 plus 9 N. C2N, c'est 20 N. Et l'option 3, c'est 200 avec N inférieur ou égal à 11. Donc, par exemple, on va prendre des nombres, c'est-à-dire on va prendre des chiffres. Si N égale à 5, donc l'option 1, si on remplace ici par 5, on va trouver 245. Et ici on remplace par 5, on va trouver 100. Et ici on va toujours, ça c'est égal à 200, puisque ça c'est constante. Donc, lorsque N il est inférieur ou égal à 11, donc ça est égal à 200. Donc 10 il est inférieur à 11, est égal à 200. Donc on remplace ici par 10, on trouve 290. Ici par 10, ça nous donne 200. Donc ici 15 il est supérieur à 11. C'est-à-dire on remplace ici par 15, on va trouver 335. Ici on va trouver 300. Ici rien à dire. Donc si n est inférieur ou égal à 11, donc l'option 3 elle est meilleure. Donc si n est supérieur à 11, donc dans ce cas-là, on peut comparer le 1
avec le 2. C'est-à-dire comparer ce terme-là avec ce terme-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut mettre ça inférieur, c'est-à-dire parce que tout simplement, il faut calculer la différence, ça moins ça. On va se poser, par exemple, est-ce que on peut trouver 200 plus 9n inférieur à 20n? C'est-à-dire que 200, il est inférieur à 20n moins 9n, c'est 11n. C'est-à-dire que n, il est à peu près est égal à 18. Donc, si n est inférieur strictement à 18, donc l'option 2, puisque si n est inférieur à 18, c'est l'option 2, parce que ici, il est supérieur. Donc, si n il est inférieur à 18, donc l'option 2 qui s'impose. Si n est supérieur ou égal à 19, c'est-à-dire à partir de 18, donc l'option 1, c'est elle qui est meilleure. Une urne contient 20 boules, 13 vertes et 7 rouges. On tire successivement 3 boules au hasard, avec remise de la boule tirée. Quelle est la probabilité d'obtenir dans l'ordre 2 rouges et une verte? C'est-à-dire l'événement rouge, rouge, verte. C'est-à-dire quelle est la probabilité d'obtenir sans tenir compte de l'ordre 2 rouges et une verte, sans tenir compte de l'ordre. Donc, on a 7 et on a 13, c'est-à-dire on a 20 boules. Et le tirage avec remise de 3 boules. Donc pour obtenir exactement dans l'ordre rouge, rouge, verte, donc la probabilité ici c'est 7, puisqu'on a 7 rouges sur 20 au carré, et le reste, il reste 13 sur 20. Ceci, ça nous donne 637 sur 8000. Donc pour B, obtenir 2 rouges et une verte, mais l'ordre elle est quelconque. Dans ce cas-là, on dit que la variable aléatoire, il suit la loi binomiale de paramètres P et N, avec N égale à 3 et P est égal à 2. C'est-à-dire que la probabilité est égale à C de 2 parmi 3, de 7 sur 20 à la puissance P, et ça, c'est 13 sur 20 à la puissance N moins P. C'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1. Donc il y a un 3 qui s'ajoute ici. Donc on aura donc le P, il est égal à 1911 sur 8000.
Donc la question 26, un étudiant enseignant a dans sa poche 10 pièces de monnaie, 4 pièces de 1 dirham et 4 pièces de 0,5 dirham et 2 pièces de 0,20 dirham. Pour acheter un sandwich de 3,7 dirhams, il tire de sa poche au hasard 5 pièces. Donc, quelle est la probabilité qu'il obtient exactement 3,7 dirhams? Quelle est la probabilité qu'il obtient une somme suffisante pour payer son achat? Donc, l'enseignant, il dispose de 10 pièces. Donc 4 de 1 dirham, 4 de 0,50 dirham et 2 de 0,20 dirham. Donc, au total, et là, tout simplement parce que 2 fois 0,20, c'est 0,40, et ça c'est 1, et ça c'est 4. Donc, on va tirer d'une façon aléatoire 5 pièces. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3,7 dirhams? Donc, pour obtenir 3,7 dirhams, donc il faut qu'il tire 3 pièces de 1 dirham, une pièce de 0,50 dirham et une pièce de 0,20 dirham. Donc au total, ça c'est 3, ça c'est 0,50 plus 0,20, c'est 0,70. Donc on aura 3,7. Donc calculons le nombre de façons de tirer cette combinaison ici. Donc concernant le 1, il y a 4. Concernant 0,50, il y a 4 pièces. Et 0,20, il y a 2 pièces. Donc, il faut qu'elle prenne 3 parmi 4 et une parmi 4 et une parmi 2. Donc, ceci nous donne 32. Donc, on a 32 façons. Donc, la probabilité, c'est donc il faut d'abord trouver ce qu'on appelle le cas possible. Donc, le cas possible, c'est tirer 5 parmi 10. Ceci nous donne 252. Donc, la probabilité, c'est les cas favorables sur les cas possibles, c'est-à-dire 32 sur 252. Donc, ceci nous donne 8 sur 63. Le deuxième cas, donc, c'est que est-ce qu'il peut avoir une somme suffisante pour qu'il paye son achat de 3,7 dirhams. Donc, probabilité que la somme soit au moins égale à 3,7 dirhams. Donc, il faut additionner les probabilités des combinaisons dont la somme est supérieure ou égale à 3,7. Donc, ceci va demander ça. Donc, c'est-à-dire c'est très long. Donc, je laisse tomber parce qu'il faut dresser un arbre, tout simplement parce qu'ici, on a pris 3 de 1 dirham parmi 4. Donc, on peut prendre 2 et changer ici. On peut prendre 1 ici et changer ici. Donc, il y a une infinité de cas possibles pour trouver au moins 3,7 dirhams. Donc, tout simplement, donc c'est très long, donc je laisse tomber cette partie. Donc, ici, démontrer que tout entier naturel n supérieur ou égal à 24, il peut s'écrire sous la forme qu'il existe un A et B appartenant à n croix n, tel que n est égal à 5A plus 7B. Donc ça, c'est très difficile. Donc, pour résoudre ce problème, il y a diverses méthodes. Il y a le théorème de Shor, il y a l'algorithme de Glotton, il y a la méthode de l'induction, il y a le théorème de Bézout et il y a le théorème des nombres entiers. Donc, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le théorème de Bézout puisque vous avez déjà étudié le théorème de Bézout.
Donc, pour montrer ceci. Donc, le théorème, il est basé sur ce qu'on appelle si A et B sont deux entiers premiers entre eux, alors il existe des entiers xy tels que ax plus by est égal à 1. Donc, puisqu'on a 5 et 7 sont premiers entre eux, le 5 et le 7 sont premiers entre eux, donc il existe des entiers relatifs x0, x0, tels que 5x0 plus 7y0 est égal à 1. Donc, une solution particulière. Donc, si on prend x0 est égal à 3 et y0 est égal à moins 2, on aura ce produit, il est égal à 1. Donc, multiplions l'identité ici par n. n fois 1, c'est n. Et 5x0 fois 1, c'est 5nx0. Et n fois 7y0, c'est 7ny0. C'est-à-dire est égal à 5n avec x0, il est égal à 3, plus 7n avec y0 est égal à moins 2. C'est-à-dire est égal à 5 qui multiplie 3n, plus 7 qui multiplie moins 2n. Donc posons A' est égal à 3n, et posons B' est égal à moins 2n. Donc ces valeurs ne sont pas des entiers naturels, car parce que ça c'est négatif. Donc les solutions générales de 5a plus 7b est égal à n sont sous la forme a est égal à 3n plus 7k et b est égal à moins 12n moins 5k pour tout entier naturel k. Donc ça, si on multiplie ça par 5 et on multiplie ça par 7, on va trouver qu'il est égal à n. On va simplifier les cas. Donc, il faut s'assurer que A et B soient des entiers naturels. Il faut que A et B soient des entiers naturels. Donc, il faut montrer que A est supérieur ou égal à 0 et que B est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que le 3n plus 7k il est supérieur ou égal à 0. Donc, le k il est supérieur ou égal à moins 3n sur 7. Et ça, le B il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que le k est inférieur ou égal à moins 2n sur 5. C'est-à-dire que k il est encadré entre moins 3n sur 7 et moins 2n sur 5. Donc, si on calcule ce terme-là, on va trouver que le k est à peu près égal à moins 10. C'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 24, parce qu'ici on parle de n supérieur ou égal à 24. Donc pour n supérieur ou égal à 24, donc si n il est égal à 24, donc le cas où n est égal à 24. Donc si n égale à 24. Donc on remplace le n par 24. On va trouver cette expression ici. C'est-à-dire que le cas il est compris entre moins 10,28 et 9,6, c'est-à-dire que k est à peu près égal à moins 10. Donc si k est égal à moins 10, donc on va la remplacer ici. Donc parce qu'on a le a, c'est 3n plus 7k. Donc on va remplacer ici. On va trouver qu'il est égal à 2. Donc il est supérieur ou égal à 0. Et on a le b, c'est cette partie-là. On remplace n par 24 et le k par moins 10. On va trouver qu'il est égal à 2, supérieur ou égal à 0. Donc 24, elle est égal à 5 fois 2 plus 7 fois 2, qui est égal à 10, plus 14 est égal à 24. Donc, tout n supérieur ou égal à 24, donc l'intervalle ici, moins 3n sur 7, moins 2n sur 5, contient toujours un entier k. Ici, on a pris k, il est égal à moins 10. Et la longueur, donc la longueur de cet intervalle-là, c'est ce terme-là moins ce terme-là, c'est-à-dire égal à 1 sur 35. Et puisque n est supérieur ou égal à 24, donc la longueur ici, il est supérieur ou égal à 24 sur 35. On va remplacer 1 par 24. On va trouver que la longueur est à peu près égale à 0,68. Et pour n supérieur par exemple à 35, alors L est supérieur ou égal à 1. Donc on laisse tomber, c'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 24, il existe un couple AB tel que n est égal à 5a plus 7b.
Donc, la question 28, quelles doivent être les dimensions d'une boîte cylindrique de volume 1,6 décimètres cubes pour que sa surface totale soit minimale? Les dimensions sont le rayon et la hauteur. Supposons que ça, c'est une boîte cylindrique, c'est-à-dire ça, ce sont les deux bases, et ça, c'est la surface latérale. Donc, on a le volume, il est égal à pi r carré fois h, qui est égal à 1,6 décimètres cubes. Donc, on va essayer de trouver le h. Donc, le h, il est égal à 1,6 divisé par pi r carré. La surface, c'est la surface totale, c'est-à-dire la surface de deux bases plus la surface latérale, c'est-à-dire est égal à 2 pi r carré plus 2 pi r h. Donc, on va remplacer le h par 1,6 sur pi r carré. Et donc, on va trouver cette expression ici. Donc, maintenant, pour trouver la surface minimale, il faut dériver cette expression-là et la rendre égale à 0. Donc, ceci, la dérivée dans ce terme-là, donc ceci égal à 0 va nous donner R est égal à peu près 0,62. Une fois on connaît le R, on la remplace ici. Donc, on va trouver que H est à peu près égal à 1,34 décimètres. Donc, voici les dimensions de la boîte cylindrique. Donc, la dernière question pour ce concours, pourquoi le raisonnement suivant est vrai ou faux? Soit à démontrer que pour tout entier naturel n, 10 à la puissance n plus 1 est divisible par 9. C'est-à-dire que 10 à la puissance n plus 1 qui est égal à 10 qui multiplie 10 à la puissance n plus 1. Donc le 10, c'est 9 plus 1 qui multiplie 10 à la puissance n plus 1 qui est égal à 9 fois 10 à la puissance n plus 10 à la puissance n plus 1. Donc si 10 à la puissance n plus 1 est divisible par 9, elle en est de même de cette expression ici, de 10 à la puissance n plus 1 plus 1. Est-ce que ceci est vrai ou bien c'est faux? Donc, raisonnons par récurrence. Donc, on a 10 à la puissance n plus 1, il est divisible par 9. Donc, si on prend n égale à 0, alors on a 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal à 2. Et 2 non divisible par 9. Donc, c'est faux. Donc, l'initialisation, c'est faux. L'hérédité, c'est-à-dire hérédité. On a 10 à la puissance n plus 1 est divisible par 9. Puisqu'on va supposer qu'il est divisible par 9. C'est-à-dire que 10 à la puissance n plus 1 est égal à 9k. Si on remplace n par n plus 1, alors 10 à la puissance n plus 1, qui est égal à 10 à la puissance n qui multiplie 10 plus 1, ceci, elle est égal à 10 à la puissance n, et le 10, c'est 9 plus 1, c'est-à-dire 9 qui multiplie 10 à la puissance n, plus 10 à la puissance n, plus 1. Donc, ceci nous donne 9, 10 à la puissance n, et 10 à la puissance n plus 1, elle est égale à 9k. Donc, on a donc 9 facteurs de 10 à la puissance n plus k, qui est égal à 9k'. Ceci, donc, montre que 10 à la puissance n plus 1, il est divisible par 9. Alors, donc, l'hérédité, c'est valable. Alors que l'initialisation, c'est fausse. Donc, on ne peut pas. Donc, si n égale à 0, on va trouver 2 et 2 non divisibles par 9. Donc, la récurrence ne prouve rien. Donc, cette récurrence n'a pas de sens. Donc, le raisonnement, elle est faux car l'initialisation, elle est incorrecte.
Donc ici, il faut montrer que A est supérieur ou égal à 0 et B est supérieur ou égal à 0. Donc, car on parle des nombres qui appartiennent à n.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.